J'ai l'impression d'avoir un hérisson en peluche sous le menton. C'est... Aurélie Foglia, bonjour. On est en direct du théâtre de Laval, entre guillemets. Vous êtes là pour votre premier roman Dénouement, qui a été donc édité en 2019 aux éditions Corti, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Voilà. On vous reçoit au sein du collectif des occupants du théâtre de Laval pour parler un petit peu de la condition de l'artiste-auteur. Vous avez été maître de conférence en lettres à l'Université de Nantes jusqu'en 2012, hein, c'est cela, et puis à Paris 3 à Sorbonne. Et vous faites aussi partie de la commission poésie du CNL depuis 2013, c'est cela? Alors, j'ai fait partie de la commission poésie du CNL, mais on n'y reste que 3 ans. Ah, d'accord. Donc, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup aimé, justement, lire des manuscrits et puis avoir accès à des données presque un peu sociologiques, finalement, sur la vie des auteurs. Alors, évidemment, la plupart des choses qui sont lues et dites sont confidentielles, mais je crois que ce ne sera pas un scoop si je dis que j'étais extrêmement étonnée, et en même temps, bon, étonnée sans l'être, de voir la pauvreté en fait des poètes, sauf évidemment ceux qui font tout autre chose ou qui parfois sont des héritiers, c'est rare mais ça peut arriver, ou qui ont voilà, d'autres personnes qui peuvent les aider financièrement. Donc je me souviens en particulier d'un dossier où un poète qui gagnait plutôt très bien sa vie en poésie déclarait 4 000 € de revenus annuels. Ah oui. Et comment est-ce qu'on vit avec 4 000 €? Là, on ne sait pas du tout. Et comment il arrivait à 4 000 €? C'était même pas des droits d'auteur, mais c'était des ateliers d'écriture, c'était enchaîner des petits boulots, des contrats précaires. Et donc je suis là aussi par solidarité par rapport à tous ceux qui multiplient les activités pour se cramponner à l'écriture qui leur est vitale et qui ont le courage aussi de s'y consacrer complètement. Personnellement, c'est vrai que j'ai un métier, comme vous l'avez dit. J'enseigne, je suis fonctionnaire, donc ça veut dire que j'ai des revenus réguliers. Donc je pourrais dire que c'est une chance. En même temps, évidemment, ça prend du temps. Donc c'est vrai que quand j'avais les enfants petits, beaucoup de trajets et de cours à préparer, une activité de chercheuse, il restait vraiment très très peu de temps pour l'écriture. Et j'ai eu l'impression parfois que c'était un handicap terrible ou une solution de fuite finalement. Je me suis dit, est-ce que tu fais pas tout pour éviter d'écrire alors que c'est ce que tu veux profondément? Et j'étais mal à l'aise avec cette idée. J'avais l'impression de me disperser et j'avais l'impression aussi qu'on me volait ma vie d'écrivain. Donc ça m'est arrivé aussi de dire, j'ai jamais eu l'égoïsme de l'œuvre. Je venais de lire Duras et Pessoa qui avaient vraiment choisi de se consacrer à l'écriture avant tout. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai toujours fait passer tout le reste avant. Et je regrette pas parce que c'était pour des raisons humaines, pour des questions qui me semblaient centrales, de faire passer la vie avant l'art. Mais d'un autre côté, je me dis que maintenant, j'ose plus affirmer le fait que je suis écrivain et que j'ai ce rapport vital et vécu à l'écriture et que j'y tiens. Et ça s'est vu aussi par une sorte de réconciliation intérieure entre mon métier d'enseignante et l'écriture. Parce qu'avant, c'était une sorte de schisme, de division intérieure difficile à tenir. Et on me disait, mais comment tu peux espérer écrire de la bonne poésie en étant prof ? Parce qu'il y a un rapport didactique dans l'enseignement et un rapport qui n'est pas du tout didactique dans l'écriture libre. Et à un moment, ça m'a posé problème. Ça a provoqué une sorte de crise existentielle. Et puis, comme il se trouve que j'ai eu une maladie assez grave, la maladie de Lyme, une fois que j'ai eu la chance d'être guérie, ça n'avait plus d'importance, ce schisme et cette scission. Et j'étais tellement contente voilà, j'avais la chance de pouvoir continuer et de pouvoir faire ce que j'aimais. Et ça s'est vraiment réconcilié en moi. Et je me suis laissée aimer enseigner, je me suis laissée aimer écrire parallèlement. Et parfois, ça se rencontre aussi. Et je peux recenser un livre que j'aime, je peux faire un atelier d'écriture. Je fais plusieurs ateliers d'écriture à la fac, à Sciences Po. Et j'aime énormément ce que je fais. Donc,
je suis plutôt dans un acquiescement et un désir de faire tout ça qui a pu me poser davantage de problèmes à d'autres époques, qui sont maintenant un peu enfouis et reculés, mais qui m'ont été utiles parce qu'il y a des mises à l'épreuve comme ça qui nous permettent de faire le point et de mieux réaffirmer ce à quoi on tient vraiment. Voilà. Alors, vous avez un petit peu parlé de l'écosystème du livre. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre relation à l'édition, par exemple? Un auteur, voilà, il est édité. Est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Et est-ce que ça correspond un petit peu à, je dirais, un partenaire privilégié et indispensable pour un auteur? Alors, je trouve que c'est très important. Je trouve que vraiment, c'est l'éditeur qui fait qu'il y a livre. Et quand on écrit, on peut faire comme Pessoa, garder des manuscrits dans une malle jusqu'à sa mort, mais n'empêche que la tendance, c'est plutôt d'avoir envie d'en finir avec un texte et de le voir comme un objet abouti, ne serait-ce que pour avoir des jalons dans une écriture, parce qu'on n'écrit pas à telle époque comme à telle autre. Donc, il y a une sorte de désir de la trace. Et les éditeurs, ils sont indispensables dans ce processus de faire œuvre. Et l'œuvre, c'est aussi l'objet matériel du livre, même s'il est possible qu'il soit dématérialisé et que ce soit un livre sur Internet. Ça, c'est pas, le problème n'étant pas celui du support. Mais en tout cas, la question de l'éditeur, elle nous taraude tous, je pense, en tant qu'auteur. On a un manuscrit, qu'est-ce qu'on en fait? Et on va frapper de porte en porte. Alors, quand j'étais commençante, débutante, je me disais, finalement, c'est un circuit fermé parce que pour être publié, il faut avoir un nom, et pour avoir un nom, il faut être publié. Donc, voilà, on n'entre pas, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'être quand même rejetée a priori. et donc, oui, comment on entre dans ce circuit-là? Et donc j'avais commencé dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle la Dame d'11 je pense qu'elle existe encore. Et puis après chez Nous, Benoît Casas qui m'avait accueilli dans sa maison, donc je publiais en poésie. Et ensuite ça a été Corti. Et donc Corti, évidemment, c'était une très belle rencontre avec Fabienne Raffos, donc mon éditrice, avec qui je suis en dialogue, et c'est un vrai bonheur de parler des manuscrits. Voilà, donc j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être dans la maison Corti. Je pense que même, voilà, je parle de maison parce que c'est vrai que on se sent accueilli et puis on en fait partie, quoi. C'est pas une simple relation commerciale où voilà, on existe comme quelqu'un qui a retenu et qui a une place en raison de son écriture. Donc c'est ce qui peut arriver de mieux à une œuvre, finalement, d'être accueilli comme ça. Alors, pour finir, peut-être que parce que vous nous avez quand même exprimé plein de choses sur un petit peu votre parcours, et est-ce que vous pensez un petit peu du monde de l'édition, mais aussi en tant qu'autrice. Si vous aviez un désir particulier à exprimer envers les auteurs, et entre autres sur leur parcours, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous leur souhaiteriez? Alors, en étant justement au CNL ou en participant à des festivals ou des ateliers, je me suis rendu compte que le tissu était quand même... Enfin, il y a un beau tissu qui existe de gens qui sont passionnés et qui vivent l'écriture à défaut d'en vivre. Ça, c'est très important. Et je pense que pour les auteurs... moi, je reste un petit peu sur la position d'Alfred de Vigny qui s'était battu avec Chatterton à la scène contre l'aliénation des écrivains. C'est vrai que Chatterton, il suscite parce qu'il ne veut pas être domestique. Et Vigny voulait qu'il y ait des subventions pour les auteurs, qu'ils soient plus accompagnés par l'État. Et il trouvait ça légitime, en fait, parce qu'il disait qu'il faut du temps pour qu'une écriture puisse éclore. Et c'est aussi pour ça que je suis là, finalement, par solidarité. Et c'est pas pour dire il nous faut plus d'argent, forcément, mais parce que quand même, il y a ce souci
de dire que l'écriture, elle est essentielle à la vie d'une civilisation. Et on peut produire plus de yaourts ou plus de voitures, mais n'empêche que si la voie de la littérature est étouffée, on est pauvre. Et donc pour moi, c'est très important de dire qu'il nous faut cette vie culturelle et qu'il est légitime de la soutenir. Et donc ce que je souhaite aux auteurs, c'est d'être écoutés et accompagnés dans leur démarche de création le plus possible. Et c'est vrai que Vigny n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa démarche. Enfin, ça avait été écarté, mais je crois que quand même dans un tel tissu d'associations, dans une telle convergence de forces et d'efforts, on peut espérer miser sur un encouragement plus massif à la création. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Aurélie Foglia. Merci à vous.